tous. Donc Marie Lachâtre, moi je suis infectiologue à l'équipe mobile d'infectiologie à l'hôpital Cochin, donc pas très loin de chez vous tous, qui travaillez, donc si je me trompe pas, sur le territoire de Paris 13. Et donc l'idée là, dans cette session de webinaire que vous allez avoir sur la vaccination, c'est de focaliser aujourd'hui sur les sujets de plus de 65 ans avec un calendrier qui a bien changé ces derniers temps, et tant mieux dans le bon sens, et puis également les patients comorbides. Donc, alors, est-ce que ça veut bien passer? Ça ne veut pas passer. Ça passe. Donc, alors, c'est un peu difficile d'aborder toutes les vaccinations qui sont au calendrier vaccinal, mais ce que j'ai voulu, c'est vous parler simplement, dans un premier temps, quand même, des vaccinations qui étaient spécifiquement recommandées, et puis avec un focus donc sur ces populations-là, plus 65 ans, enfin, de 65 ans et plus, et puis des patients avec comorbidité, mais vraiment sur les vaccinations spécifiquement recommandées, et tout particulièrement celles qui ont eu un peu de changement ces derniers temps et avec des nouvelles stratégies, et notamment pour 2025. Donc, d'abord un rappel sur le calendrier, un rappel et puis de l'info parce qu'il y a des choses nouvelles. Donc, sur le calendrier de vaccination des sujets de 65 ans et plus, et donc je ne parle pas de sujets âgés, mais ça vous le savez parce que ces populations à partir de 65 ans ne sont pas des populations forcément gériatriques. Et donc, voilà, on parle des 65 ans et plus. Alors, bien évidemment, et là, je vous montre ce qui est publié dans le calendrier vaccinal, mais on va revenir plus en détail ensuite sur chacune des vaccinations. Le DTP, ça, je ne reprendrai pas spécifiquement. Vous savez, à partir de 65 ans, c'est tous les 10 ans, du fait d'une réponse qui est moins pérenne dans le temps et qui nécessite des rappels plus fréquents. Et puis, la petite modification qu'on doit apporter ici, c'est que ce n'est pas que le trivalent, puisqu'on n'a plus de vaccin trivalent à disposition en France, mais maintenant uniquement du quadrivalent avec la coqueluche, ce qui fait qu'on bénéficie tous les 10 ans d'un rappel DTP coque. Et c'est pas plus mal, ça met à jour la vaccination coqueluche. Et puis ensuite, bien sûr, la grippe, tous les ans. Covid-19, on y reviendra. Zona, donc dans les changements plus récents. VRS également dans les changements plus récents. Et puis encore le plus récent, le dernier, vaccination pneumocoque sur critère d'âge, donc à partir de 65 ans. Et puis si on regarde donc les patients avec comorbidité, ici c'est pareil, je vous ai remis le tableau qui est dans le calendrier vaccinal mis à jour, donc très régulièrement d'ailleurs maintenant avec au cours de l'année des changements parce que des changements en ligne. Et vous voyez donc la mise à jour. Je ne vais pas insister notamment sur les hépatites, les méningos, bon, qui sont sans changement particulier dans ces tranches d'âge et que vous savez qu'il faut recommander, notamment quand on est à risque d'infection à méningocoque, je pense aux patients aspléniques ou hypospléniques notamment, mais pas que, certains immunodéprimés, mais on en reparlera. Et donc globalement, on va insister sur les spécifiquement recommandés que sont Covid, grippe, VRS, pneumocoque et zona. Alors un mot pour contextualiser, quand on parle de vaccination, c'est toujours un peu de comprendre les enjeux. Ça permet aussi d'expliquer la vaccination aux patients. Et en fait, l'intérêt, là, c'est de comprendre qu'à partir de l'âge de 65 ans, il y a une immunosénescence et que cette immunosénescence, donc ce vieillissement du système immunitaire, fait qu'on est plus facilement à risque de faire des infections et plus facilement à risque de faire des infections graves. Et puis quand on est comorbide, indépendamment de l'âge, finalement c'est pareil, on est à une exposition à un risque infectieux qui est différent du sujet qui ne serait dit sain, c'est-à-dire sans comorbidité. Donc d'une part, il y a une augmentation de l'incidence des infections invasives à pneumocoque. Donc on sait très bien, et ça fait un moment qu'on a ces données-là, et donc on attendait cette recommandation en France, mais qu'à partir de 65 ans, il y a une baisse de cette réponse à l'infection pneumocoque, et donc on a une augmentation de cette incidence dans ces populations-là, qui augmente de toute façon générale en population, mais qui augmente également très marqué chez les plus de 65 ans. Et vous voyez que les plus de 65 ans représentent 75% des pneumopathies aiguës communautaires à pneumocoque. Donc il y a vraiment, c'est une population très concernée par cette pathologie. Et puis quand on est comorbide, indépendamment de l'âge, on a aussi une augmentation en soi de l'incidence, donc des infections invasives à pneumocoque plus fréquentes. Et donc c'est vraiment important de considérer ça. Si on regarde le zona, c'est pareil. Donc vous savez comment on fait la première rencontre avec le virus, en tout cas pour les personnes qui grandissent en France, et bien dans la petite enfance, avec une primo-infection varicelleuse, et puis le VZV reste enfoui dans les ganglions sensitifs, et puis à l'occasion soit du vieillissement, soit d'un facteur précipitant, eh bien peut se réactiver sous forme de zona. Et donc les données qu'on a, et ça c'est encore les dernières données publiées par le réseau Sentinelle qui suit ça de près, eh bien on voit que les plus de 50 ans, puisqu'en fait
là, le seuil pour le zona de risque de réactivation, c'est 50 ans. Eh bien, c'est 3/4 des cas, d'accord? Donc, la majorité des patients qui vont présenter un zona sont des sujets de plus de 50 ans. Et plus on vieillit, plus on est à risque. Et puis, la particularité, mais on y reviendra dans un webinaire successif, c'est effectivement un surrisque chez les patients comorbides, et ça, je vais vous en parler aujourd'hui, mais également immunodéprimés. On voit que selon les cohortes, on passe de 9 à 92 cas pour 1000 personnes années versus 2 à 4 pour 1000 personnes années en population générale. Donc, clairement, un surrisque. Et puis par ailleurs, donc indépendamment du fait d'avoir plus de risques de faire ces infections, d'une incidence augmentée, il y a également le risque de faire des formes plus sévères. Et ça, c'est très bien documenté pour la grippe, pour le Covid, pour le pneumocoque, pour le VRS. De plus en plus, on a de données sur le VRS et pour le zona avec un surrisque d'hospitalisation dans ces populations-là et de mortalité. Et donc, quand on a fait ce constat-là, on se dit quelles sont les propositions à faire à nos patients. Et donc, on a fort heureusement un outil qui est la vaccination. Et on a des maladies à prévention vaccinale, que ce soit pour le Covid, pour la grippe, pour le pneumocoque, pour le zona et maintenant, récemment, pour le VRS. Et donc, on va revenir plus en détail. Donc vraiment, l'idée, c'était de focaliser et de faire un peu plus sur les stratégies vaccinales en 2025 dans ces populations-là, avec Covid dans un premier temps, puis grippe, pneumocoque, VRS, et enfin le zona. Alors, on commence par le Covid. Un mot pour vous dire, alors, je trouvais cette slide assez intéressante, et sur un autre topo que j'avais pu faire, j'avais déjà présenté, parce que en fait, on sait tous, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas confronté à la même maladie qu'en 2020, qu'effectivement, le Covid-19 et les variants qu'on a aujourd'hui qui entraînent des épidémies ne sont pas l'équivalent en termes de gravité de la souche sauvage initiale et même des premiers variants. Et donc, on voit que finalement, on a un curseur et dans les conséquences de cette maladie qui est finalement de moins en moins impactant. On voit, donc vous voyez ici, y compris chez les non-vaccinés, un fardeau de la maladie moins important quand on évolue entre l'ère Delta, enfin avant le Delta, pendant le Delta, et puis maintenant Omicron, et on a tous les sous-variants Omicron qui sévissent encore aujourd'hui. Et quand on regarde, donc on voit effectivement que l'impact, le fardeau de cette maladie est moins impactant aujourd'hui, mais y compris chez les sujets vaccinés, mais il reste toujours impactant, et je pense que ça, c'est encore le message. Alors, on va vers un glissement vers quelque chose de mieux, et tant mieux, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, le Covid n'impacte pas, et il impacte particulièrement les très vulnérables, et donc les sujets âgés et les sujets immunodéprimés ou très comorbides. Et ça, c'est vraiment le message. On n'a pas la même maladie, mais on a pour autant une maladie qui reste encore impactante. Alors, quand on regarde ces données-là, c'est des données toutes récentes, d'une méta-analyse publiée là, tout récemment en 2025, qui évalue en fait donc l'impact et l'efficacité de ces vaccins ARN messagers, donc avec des publications qui ont été rapportées jusqu'en février 2025, et de voir l'efficacité de ces vaccins adaptés donc au moment où on parle maintenant de l'ère Omicron et des sous-variants et sous-lignages d'Omicron. Et donc on voit ici, vous avez alors dans des populations plus jeunes, dans des populations, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Passage. Oui, on la voit bien. Super. Dans des populations adultes de plus de 18 ans, et puis surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les plus de 65 ans. Et donc, vous voyez avec à chaque fois donc, que des vaccins ARN. Vous avez d'un côté le vaccin BNT 162B2, celui-ci, c'est le nom scientifique du vaccin de Pfizer, ARN, et puis l'autre, mRNA 1273, c'est le nom du vaccin de Moderna. Et donc, à chaque fois, bon, globalement, c'est comparé. Globalement, ils sont à peu près comparables. Et ce qui nous intéresse ici, vous voyez, dans les populations âgées, eh bien, on voit qu'on garde, donc c'était des plus de 65 ans, qu'on garde une efficacité vaccinale qui est tout à fait intéressante. On n'est pas sur les chiffres de 90% qu'on avait avec les essais pilotes initiaux, mais ça, c'est normal. Et en vie réelle, on perd forcément des points, mais c'est des efficacités qui sont tout à fait intéressantes. Et là, c'est en prévention des hospitalisations. Quand on regarde globalement tout âge confondu chez l'adulte, en prévention des visites chez le médecin ou en prévention des hospitalisations, on a des efficacités qui sont intéressantes. Alors, moins pour la visite médicale, et ça on le sait globalement, pour l'infection en soi simple, on est moins bon et moins performant avec le vaccin. Par contre, pour protéger des formes sévères, et c'est vraiment ce qu'on veut, et ce message doit rejoindre celui qu'on a pour la grippe, eh bien, on a une efficacité
qui est tout à fait intéressante, donc en prévention des hospitalisations chez tous les adultes concernés et également, bien sûr, la population des plus de 65 ans. Donc vraiment, le message, c'est qu'il y a encore un intérêt à la vaccination, y compris donc avec les variants actuels, et que cette vaccination elle a un intérêt pour protéger des formes sévères. Je pense que c'est le message qui doit être passé quand on a les patients en consultation. On n'est pas très bon sur les Covid simples, juste de formes documentées non graves, mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas de protéger des rhumes Covid, c'est de protéger des formes graves, et c'est vraiment le message. Donc globalement, aujourd'hui, on a une recommandation qui est, donc vous le savez, une seule dose de vaccin, on arrête les schémas à 2 ou 3 doses, c'est vraiment une seule dose pour tout le monde, quel que soit le statut antérieur, est-ce qu'on a été vacciné ou pas. Bon, globalement, aujourd'hui, toutes les populations ont été largement vaccinées, mais donc c'est qu'une seule dose. Et cette dose, eh bien, c'est globalement, dans ces populations à risque, une dose à l'automne, et puis éventuellement une dose supplémentaire au printemps, chez les sujets les plus âgés, donc 80 ans et plus, les patients immunodéprimés, on en reparlera une prochaine fois, et puis les patients qui résident en EHPAD, en unité de long séjour, ou alors à très haut risque, et ça c'est en fonction du terrain, à évaluer avec le médecin et à discuter. Mais globalement, voilà, c'est les plus vulnérables à qui on peut proposer une deuxième dose au printemps, et sinon, globalement, une dose à l'automne. Et vous savez que l'intervalle entre 2 doses, c'est 6 mois par rapport à la dernière injection ou 6 mois par rapport à une dernière infection documentée. Je dis bien documentée et pas juste rapportée. Et enfin, ça peut être abaissé à 3 mois si les patients sont immunodéprimés, parce qu'on sait, ou très âgés, on sait que dans ces cas-là, la réponse au vaccin est moins pérenne. Et donc, on peut faire un intervalle plus réduit de 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est pour la vaccination Covid. Un mot maintenant pour la vaccination contre la grippe saisonnière. Alors, c'est une très belle revue qui nécessite un peu de temps à la lecture, mais que j'aime beaucoup, donc une revue récente qui reprend donc une méta-analyse avec, vous voyez, près de 200 000 patients, plein de saisons épidémiques entre 2003 et 2023 grippales, et qui regarde globalement l'efficacité vaccinale de la grippe contre les différentes souches d'intérêt. Et donc, vous savez que dans le vaccin antigrippal qu'on a jusqu'à présent, qui est un vaccin quadrivalent, il protégeait contre 2 souches de type A, H1N1 et H3N2, et puis 2 souches de type B, Victoria et Yamagata. On en reparlera parce qu'on va maintenant vers un vaccin trivalent, étant donné que la souche B Yamagata ne circule plus depuis 2020. Donc, l'idée là, dans cette méta-analyse, c'était de regarder l'efficacité en fonction des souches circulantes. Et dans cette première diapositive, vous voyez, quel que soit l'âge ici en haut, l'efficacité de ce vaccin pour protéger des formes juste documentées, d'accord, pas d'autres critères, juste dire voilà, une grippe ou pas de grippe. Et donc on voit que pour la souche H1N1, ça marche bien, plus on est vacciné, plus ça protège. Les variants, les souches B également. Et puis par contre, on n'a pas cette performance-là, il n'y a pas de différence significative entre les vaccinés et les non vaccinés pour protéger de la souche H3N2. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui est rapporté maintenant assez régulièrement. Et on sait que probablement, on n'explique pas tout, mais il y a quand même une très grande variabilité de cette souche, qui entre le moment où on adapte le vaccin sur les premières circulations dans l'hémisphère sud et au moment où l'épidémie arrive chez nous dans l'hémisphère nord, eh bien, il y a déjà une variabilité qui s'est faite antigénique, qui fait que probablement le vaccin perd en efficacité quand l'épidémie arrive chez nous pour cette souche-là. Mais quand on regarde effectivement les données, donc ici chez les plus de 65 ans, on voit qu'il y a un intérêt dans la protection de l'infection, juste infection simple documentée pour la souche A, H1N1 et pour les souches B, qui n'est pas par contre documentée pour la souche H3N2. Et donc ça, voilà, c'est ainsi. On aimerait que ça soit un peu plus performant pour toutes les souches, mais c'est ainsi. Quand on regarde maintenant, et ce qui est quand même ce qu'on souhaite, c'est-à-dire protéger de la mortalité nos patients, eh bien, on regarde, alors vous avez ici, à chaque fois, les couleurs claires, c'est les plus jeunes, moins de 65 ans, et puis en plus foncé, les plus âgés, plus de 65 ans, et puis à chaque fois, vous avez chaque souche, H1N1, H3N2 et les souches B, et on voit l'intérêt donc de vacciner. Donc là, c'est le temps qui s'écoule entre la vaccination et l'infection. Effectivement, plus on est vacciné près de l'infection à laquelle on est exposé, meilleure est l'efficacité. Et ça, c'est valable pour H1N1, pour H3N2, et chez les plus de 65 ans. Et également, et par contre, pas valable pour la souche B. Donc, vous voyez qu'en termes de mortalité, l'impact de cette vaccination, c'est vraiment sur les souches A. C'est moins documenté sur les souches B. Mais je ne vous ai pas mis une petite figure, mais qui est importante quand même, qui montre aussi que la souche B grippale est moins virulente que la souche A. Donc, fort heureusement, ça va dans ce sens-là. On aimerait quand même, au-delà de ça, que ça protège la mortalité pour toutes les souches.
mais ça n'est pas documenté ainsi pour la souche B. Donc ça, c'est un point important. Et quand on regarde maintenant sur cette efficacité en termes de protection sur la mortalité pour les patients comorbides, donc on n'est plus sur le critère d'âge, mais sur les patients comorbides, avec ici, vous voyez des patients atteints de maladies respiratoires, musculaires, neurologiques, endocriniennes, digestives, etc. Vous voyez donc l'impact de la vaccination. Très clairement, quand on est vacciné, on est mieux protégé et on a moins de risque de mortalité liée à une infection grippale que quand on n'est pas vacciné, et ce, finalement, quelles que soient les souches. Donc ça, c'est vraiment important. On a moins d'efficacité l'efficacité est moins bonne contre la souche B. Pour autant, il y a un intérêt à être vacciné contre la grippe quand on est comorbide, et donc avec une efficacité qui est plus marquée pour les souches A, globalement H1N1 et H3N2. Donc voilà, le message, c'est vraiment la vaccination, oui, la vaccination pour protéger notamment des formes graves et notamment de la mortalité. On aimerait avoir un vaccin plus performant, y compris sur tout type de forme. Enfin, si déjà on protège des formes graves, c'est bien. Et par contre, un peu moins performant sur la souche B en termes de mortalité, mais c'est aussi celle qui est moins impactante, fort heureusement. Quand on regarde maintenant l'intérêt, alors vous avez entendu parler du vaccin à haute dose. Donc le vaccin à haute dose, alors moi j'ai pas d'action pour Sanofi, mais il se trouve qu'en France il y en a qu'un, c'est Fuelda. Et donc on a ce vaccin qui est 4 fois plus dosé que le vaccin standard, et on sait son importance dans les populations immunodéprimées, mais là plus spécifiquement dans les populations de plus de 65 ans, avec finalement un vaccin qui a une AMM à partir de 60 ans, qui est remboursé à partir de 65 ans, et qui est donc recommandé dans le calendrier vaccinal à partir de 65 ans pour éviter les hospitalisations globalement liées aux pneumonies, mais toutes causes confondues dans les suites, les conséquences de la grippe. Donc vraiment un intérêt de cette vaccination-là, qui n'était pas à disposition pour cette dernière saison épidémique, là 2024-2025, mais qui revient et qui sera disponible à la saison 2025-2026. Et donc on aura dans ces populations-là la possibilité de faire une dose de vaccin Influenza. Et vraiment, je pense que c'est celui qu'il faut prioriser quand on peut, et qu'il faut l'écrire comme tel, parce que les pharmacies n'ont pas forcément un stock immense, peuvent recommander, mais en tout cas, il faut le proposer vraiment, le vaccin haute dose Influenza. Et puis, la particularité, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est qu'on va aujourd'hui maintenant vers des vaccins trivalents, donc 2 souches A, une souche B, puisque la 4e souche qui était une souche B, Yamagata, ne circule plus en France, et donc les recommandations OMS, enfin en France et dans le monde, pardon, et donc les recommandations OMS, c'est de dire qu'on rebascule sur un vaccin trivalent et non plus quadrivalent. Donc ça, c'est les nouveautés, y compris pour la saison à venir, prochaine, hivernale. Un mot maintenant sur la vaccination pneumocoque, et là, il y a eu vraiment un changement récent dans les populations de plus de 65 ans. Alors, pas comorbide, on va reparler, mais 65 ans, puisque vous savez que depuis janvier 2025, cette vaccination contre le pneumocoque est recommandée dans cette population-là, spécifiquement juste sur le critère d'âge. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, c'est déjà fait dans d'autres pays européens et outre-Atlantique, et en France, on ne l'avait pas encore, mais on est content d'avoir maintenant cette recommandation. Donc, un mot pour comprendre l'épidémiologie, ça, c'est les données publiées du rapport du CNR, du pneumocoque, qui travaille donc avec Santé publique France. Et vous voyez que c'est une maladie, finalement, donc là, c'est l'incidence des infections invasives à pneumocoque, et vous voyez que c'est une maladie qui touche les tout petits, prioritairement, mais également les plus de 65 ans. Et donc, elle est impactante dans cette catégorie d'âge, et on voit ici, vous avez en orange les sérotypes responsables d'infections invasives à pneumocoque qui sont couverts par le Prevnar 13 qu'on a aujourd'hui, donc le vaccin 13 valence. Et puis, quand on augmente, vous avez en bleu foncé et bleu clair les souches qui sont rattrapées, donc les 7 supplémentaires, par le Prevnar 20 qu'on a aujourd'hui à disposition. Et vous voyez finalement que dans le fardeau de cette maladie, dans cette tranche d'âge des plus de 65 ans, eh bien, si on arrive à les vacciner, on couvre déjà un grand nombre de souches qui sont responsables de ces infections invasives à pneumocoque. Donc là, voilà, je vous mets par écrit, chez les plus de 65 ans, eh bien, 61% des cas concernés des sérotypes inclus dans le vaccin à 20 valences qu'on a aujourd'hui, 23% correspondant aux 5 sérotypes additionnels, 4 avec celui qui n'est pas positionné en France chez l'adulte, qui est positionné chez l'enfant, mais qui existe par ailleurs, positionné chez l'adulte dans d'autres pays, ont rattrapé de sérotypes supplémentaires, et puis 34% liés, qui étaient couverts par le Prevnar 13. Donc vraiment, l'intérêt là, c'est qu'on voit, et je remets la diapositive précédente, l'intérêt de cette vaccination pour couvrir, et de l'élargissement aux 20 valents, pour couvrir un grand nombre déjà
d'infections, pas toute la totalité, mais un grand nombre quand même d'infections invasives à pneumocoque si ces populations-là étaient couvertes. Donc voilà, là je vous le remets ici et c'est pour vous montrer l'impact en fonction des sérotypes de l'évolution de ces vaccins et de la couverture de ces vaccins. Et on voit ici le Prevnar 20 et vous voyez notamment la souche 8 qui n'était pas couverte jusqu'à présent, qui est virulente et extrêmement impactante dans ces populations-là. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le Prevnar 20, on la couvre. Et donc voilà, alors toute la problématique du glissement sérotypique qu'il y a avec ces vaccins, on sait que du coup, si on arrive à vacciner fortement, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, on devra avoir accès à d'autres vaccins avec d'autres sérotypes qui vont émerger. Enfin, aujourd'hui, on ne vaccine pas ces populations, y compris les comorbides qui ont des couvertures vaccinales extrêmement faibles. Donc, on a de la marge et il faut les vacciner avec ce vaccin à disposition. Un mot pour vous dire, donc on n'a pas de données en soi d'efficacité à proprement parler du vaccin Prevnar 20 dans ces populations-là. On a des données d'immunogénicité et puis par les méthodes d'immunobridging du vaccin, on sait que ce qu'on peut avoir obtenu à partir du vaccin Prevnar 13 va être extrapolable au vaccin Prevnar 20. Et donc vous voyez ici les réponses et les immunitaires qu'il y avait à baseline, hein, donc avant la vaccination. Et puis ensuite, ce qu'on gagne, donc c'est en vert, rayé avec le Prevnar 20 versus ce qu'on gagnait avec le Prevnar 13. Et on voit que c'est comparable. Donc la réponse sur les 13 sérotypes qui sont similaires entre le Prevnar 13 et le Prevnar 20, eh bien la réponse est semblable. Et puis quand on regarde ce qu'on gagne avec les 7 sérotypes supplémentaires du Prevnar 20 en comparaison au Prevnar 23, on voit que les réponses sont comparables, donc c'est tout à fait intéressant. Et ce vaccin a toute sa place dans la vaccination des populations de 65 ans et plus. Donc aujourd'hui, on a une recommandation qui est simple, et c'est vrai que quand c'est simple en vaccinaux, eh bien, on espère en général que ça permet de faciliter, d'améliorer les couvertures vaccinales. Et on voit qu'on n'a plus ce schéma à 2 doses, Prevnar 13 et puis le Pneumovax avec les 23 valences supplémentaires. On a un schéma simple à une seule dose du Prevnar 20 qui couvre les principaux sérotypes impactants aujourd'hui dans ces populations. Et donc, une seule dose. Pas de rappel aujourd'hui recommandé quand on a fait une dose de Prevnar 20. On ne sait pas encore dire aujourd'hui s'il y a besoin d'un rappel ultérieur. Peut-être, et à mon sens, on aura à nouveau de nouvelles stratégies vaccinales qui feront que ce sera peut-être un autre vaccin qu'on fera en complément et pas forcément un rappel Prevnar 20. Mais enfin, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, si les patients vous demandent, vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation spécifique. On ne sait pas ce qu'on doit faire comme rappel à distance. Et donc, le schéma, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais été vacciné antérieurement, ce qui concerne une grande partie de nos patients, eh bien, c'est une seule dose. Quelqu'un qui aurait reçu un Prevnar 13 ou qui aurait reçu une seule dose de Pneumovax, donc l'un ou l'autre, mais une seule dose, eh bien, on peut lui proposer le Prevnar 20 à 1 an de la dernière vaccination. Et puis, quelqu'un qui aurait reçu un schéma complet comme il le faut avec ces 2 doses, eh bien, peut être vacciné par le Prevnar 20 à 5 ans de la dernière injection. Voilà. Donc ça, c'est le schéma aujourd'hui pour prévenir les infections invasives à pneumocoque. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais il y a une coquille dans le titre qu'il faudra que je change absolument. J'ai laissé Covid-19, c'est le pneumocoque, pardon. Les populations éligibles, donc j'ai fait un rappel spécifique dans ces populations parce qu'on a des couvertures vaccinales qui sont extrêmement mauvaises et très insuffisantes. Et donc, c'est vraiment important de vous les rappeler. Donc, le critère d'âge 65 ans et plus, et puis les patients comorbides. Et donc ici, vous avez globalement les patients immunodéprimés, mais on en reparlera dans un autre webinaire, et puis les patients comorbides en soi, sans forcément de terrain d'immunosuppression associé. Vous voyez les cardiopathies, les insuffisants respiratoires chroniques, asthmatiques, insuffisants rénales, hépatopathies, diabétiques. Diabétiques, vraiment, on y pense très très peu, mais il faut les protéger également des infections invasives à pneumocoque. Et encore une fois, désolé pour les coquilles dans le titre, mais je mettrai ça à jour ensuite. Un mot maintenant donc, sur les nouvelles stratégies vaccinales contre le VRS. Alors là, c'est vraiment sur un critère d'âge associé à des comorbidités à partir de 65 ans, et puis sur un critère d'âge unique, quel que soit le terrain et comorbidité ou pas, à partir de 75 ans. Alors, pour cette problématique du VRS, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était une maladie qui n'était pas forcément très très bien connu et documenté et qu'il est de plus en plus maintenant coupé de façon systématique en période hivernale, la triplex de dépistage avec notamment grippe, Covid et VRS et on arrive à apprécier maintenant
le fardeau de cette infection à VRS qui était jusqu'à présent finalement pas très bien connu, pas très bien décrit. Et on s'aperçoit, alors il était bien décrit dans les populations pédiatriques, hein, on savait que c'était très impactant, mais on s'aperçoit maintenant que c'est également très impactant dans les populations comorbides et les populations plus âgées, au-delà de 65 ans. Et vous voyez ici donc vraiment des données assez complètes. Donc c'est l'impact sur la mortalité liée au VRS. Et vous avez ici, en termes d'impact sur la mortalité liée aux pneumonies, il y a une défaillance respiratoire ou il y a une défaillance respiratoire et cardiaque entraînée par une infection à VRS. Et vous voyez je dis en saumon, ou rose clair ou orangé clair, les points qui correspondent au VRS en comparaison à la grippe. Et vous voyez que finalement, dans ces trois catégories-là de défaillance qui entraînent une mortalité, eh bien, on a le VRS qui est positionné à même niveau finalement que la grippe, et quelles que soient les différentes souches. Donc vraiment, on sait aujourd'hui que le fardeau du VRS est important et que dans des populations vulnérables ou sur un critère d'âge, il est très impactant et finalement de façon comparable à la grippe. Et donc, voilà, aujourd'hui, on connaît de plus en plus ça. Quand on regarde maintenant juste sur les données de comorbidité, eh bien, alors bon, là, vous voyez la part globalement des sujets de plus de 65 ans qui est importante dans ces populations qui sont admises, qui sont hospitalisées pour une infection à VRS, mais vous regardez l'impact des comorbides et avoir au moins une comorbidité. Chez ces patients hospitalisés pour VRS, eh bien, c'est 80% des cas. Et puis après, on décline, hein, pathologie pulmonaire sous-jacente, pathologie cardiovasculaire, diabète, cancer, et pathologie rénale. Donc, globalement, les comorbides, oui, sont impactés, et puis les sujets âgés, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de nouveautés sur le VRS. Vous voyez qu'on a 3 vaccins qui sont arrivés avec des résultats, je vous ai classé par ordre chronologique de publication des résultats, et aujourd'hui, 3 vaccins qui ont une AMM européenne et qui sont même à disposition dans les pharmacies. Donc, un premier vaccin qui est un vaccin sous unité protéique, le deuxième également même technologie sous unité protéique, et le troisième, un vaccin technologie ARN messager de Moderna. Le premier, donc, qui est celui de GSK et qui est adjuvanté avec un adjuvant classique que développe GSK pour d'autres vaccins qu'il porte, eh bien, c'est le vaccin RXV. Vous voyez les données d'efficacité, donc pour prévenir des infections respiratoires basses, tout type confondu, plus de 80%. Ça, c'est les données des phases pilotes hein, qui ont permis d'obtenir l'AMM, donc prudence parce qu'effectivement, on a peu de patients comorbides et on a très peu de patients très âgés, mais ça a quand même son importance de voir ces résultats-là très satisfaisants d'efficacité. Et quand on veut regarder les formes sévères, on protège à plus de 90%, donc c'est tout à fait intéressant. L'autre vaccin, c'est le vaccin Abrysvo, même technologie sous unité protéique, qui protège, enfin qui est dirigé contre les 2 sous-types A et B de virus VRS, et puis qui n'est pas adjuvanté celui-là, et on voit qu'on a des données d'efficacité tout à fait intéressantes aussi. Alors, pas les mêmes critères de jugement, donc c'est un peu ce qui rend les choses un peu difficilement comparables, mais enfin, chez les sujets qui ont une insuffisance respiratoire basse, avec au moins 2 symptômes, près de 70% d'efficacité, plus de 3 symptômes, donc plus graves, plus de 80% d'efficacité. Bémol également, c'est qu'on a très peu de patients très comorbides ou très âgés dans cet essai-là. Et en aparté, c'est le seul qui a obtenu une AMM chez la femme enceinte par ailleurs. Quand on regarde le vaccin ARN de Moderna, eh bien c'est pareil, on a des efficacités, quel que soit le nombre de symptômes, à plus de 80%, donc tout à fait intéressantes. Et on a donc ces données-là, attention, on n'a pas aujourd'hui de données d'efficacité, de comparaison des efficacités entre ces vaccins. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il y en a un meilleur que l'autre pour l'instant. On aura probablement ces données à l'avenir. Et en tout cas, ils sont tous les 3 disponibles, mais pas encore rentrés dans le circuit du remboursement. Et on pourra en parler si vous voulez après au moment des questions. Et puis on commence à avoir, puisqu'il est distribué par ailleurs dans d'autres pays également, donc des premières données en termes d'efficacité en virale. Donc ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est les données d'efficacité des essais de phase pilote qui permettent d'obtenir des AMM, avec, vous le savez, des patients qui ne sont pas tout à fait les patients qu'on peut voir dans la vie de tous les jours avec leur comorbidité et leur vulnérabilité liée à l'âge notamment, mais des patients, là par contre, ce qu'on rattrape ici dans les données d'efficacité en vie réelle, puisque c'est des données obtenues à partir des patients qu'on voit de façon courante à nos consultations. Et donc, vous voyez ici les données pour protéger des hospitalisations chez les sujets qui sont par ailleurs immunocompétents
mais sur des résultats en termes d'âge, et vous voyez des résultats tout à fait intéressants. Et ça, ces données en vie réelle sont essentielles parce qu'on l'a vu notamment pour le Covid, ça permet de rectifier certaines recommandations, d'ajuster et d'adapter les recommandations. Et donc, c'est vraiment très précieux comme données. On voit que malgré le fait qu'on soit sur des populations de vraie vie et donc des données de vie réelle, eh bien, on a quand même des résultats d'efficacité tout à fait intéressants. Quand on regarde par ailleurs en prévention de l'hospitalisation chez les sujets immunodéprimés de plus de 60 ans, eh bien, on voit qu'on reste à plus de 70% d'efficacité. Donc, c'est tout à fait intéressant et c'est des données vraiment qui renforcent le fait que ce vaccin a toute sa place pour prévenir ces infections-là dans ces populations. Donc voilà, où on en est aujourd'hui dans la recommandation vaccinale contre l'infection à VRS, eh bien, chez les sujets de plus de 65 ans, éventuellement avec comorbidité, mais attention, on n'a pas de recommandation chez les sujets qui auraient des comorbidités de moins de 65 ans. C'est peut-être des choses qui arriveront, mais aujourd'hui, on n'a pas ces recommandations-là et les vaccins ont une AMM à partir de 60 ans et sont positionnés en France à partir de 65 ans. Dans le cas où il y a une pathologie associée comme une pathologie respiratoire ou cardiaque à risque d'infection grave de VRS, ou chez les plus de 75 ans, quelles que soient les comorbidités associées ou pas. D'accord ? Et donc, on a une dose pour chaque vaccin, on fait qu'un seul vaccin, hein, voilà, on choisit celui qu'on veut, une seule dose. La seule problématique aujourd'hui, c'est que c'est des vaccins qui ne sont pas encore remboursés. Enfin, donc, pour finir, donc la vaccination également récente, la recommandation en tout cas récente de vaccination contre le zona. Alors, on avait déjà une vaccination recommandée, mais avec un vaccin vivant atténué, dans une petite fenêtre d'âge de 65 à 74 ans, avec une couverture vaccinale médiocre, parce qu'on était à moins de 20% de couverture. Et quand je dis nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ce vaccin vivant atténué n'est plus disponible et celui qui vient d'arriver, c'est le vaccin inerte et qui permet donc d'être prescrit plus largement et notamment à des patients très vulnérables ou immunodéprimés pour lesquels on ne pouvait pas prescrire le vaccin vivant. Donc, un petit mot pour recontextualiser, et c'est important de pouvoir l'expliquer aux patients, l'intérêt de cette vaccination sur le critère d'âge, c'est que, alors voilà, c'est ce que je vous ai dit, on fait une primo-infection quand on est petit, on acquiert une immunité, on guérit, et puis à l'âge adulte, on va garder cette immunité qui va être d'ailleurs régulièrement réactivée, reboostée par des contacts qu'on pourrait avoir avec des jeunes enfants atteints de varicelle. Et puis, avec l'âge, malheureusement, avec l'immunosénescence, et on sait que cette immunité contre le VZV, elle est particulièrement faite d'une immunité cellulaire qui va baisser avec l'âge. Et donc, on voit qu'à partir de 50 ans, finalement, cette immunité baisse et elle peut baisser plus précocement si les personnes ont à 25 ans un terrain immunodéprimé. Bien évidemment, à ce moment-là, il y a un risque déjà de réactivation du VZV sous forme de zona. Alors, on a beaucoup de données aujourd'hui pour dire que cette infection, le risque de réactivation du zona, globalement, donc c'est presque un adulte sur 3 hein, qui est à risque de faire un zona à l'âge adulte, avec des populations en France qui sont, donc je vous l'ai dit, très très majoritairement immunisées contre le VZV dans la petite enfance. On est à plus de 95% d'immunisation, donc globalement, tout le monde a déjà rencontré le VZV dans la petite enfance et à risque de réactiver sous forme de zona à l'âge adulte. Et puis, quand on a une comorbidité associée, eh bien, on a un risque de réactiver encore plus à risque de réactiver. Vous voyez ici l'exemple des maladies inflammatoires du tube digestif, avec donc ici l'exemple des MICI, et finalement, quel que soit le type de MICI, Crohn ou RCH, vous voyez qu'il y a un surrisque de zona à l'âge adulte et même plus jeune, chez les plus petits. Et donc, c'est ici des données d'une méta-analyse, hein, donc des données plutôt robustes, à partir de plus de 200 000 participants. Et on voit une incidence augmentée dans ces populations quand on compare en population générale, avec un surrisque de zona très bien documenté. Quand on regarde en plus, tout particulièrement dans ces populations-là, mais qui par ailleurs ont un traitement avec des différents types de traitements, eh bien, on voit qu'un des grands pourvoyeurs de zona, c'est le traitement par anti-JAK, qui concerne tout particulièrement ces populations-là. Et on voit que ces populations-là, qui en plus sont sous traitement anti-JAK, ont un surrisque de réactivation zona. Quand on regarde maintenant des populations diabétiques, donc autres populations comorbides, eh bien, on voit que dans ces populations-là, finalement, quel que soit l'âge de ces populations-là, le fait d'être diabétique
est un risque en soi de réactivation zona. Et quand on regarde ensuite, je le montre sur cette diapositive suivante, finalement aussi, donc je vous ai dit quel que soit l'âge, mais quel que soit le type de diabète, de type 1 ou de type 2, eh bien, il y a un surrisque de zona. Alors, après ça, on a regardé les données d'efficacité. Là, je vous montre un tableau qui poule les données d'efficacité. Vous avez ici, en efficacité, donc les données d'efficacité issues des essais de phase pilote qui ont permis d'obtenir la MM pour le produit. Et effectiveness, c'est le terme anglais pour dire les efficacités en vie réelle. Donc, ce qui nous intéresse tout particulièrement, puisque c'est nos populations qu'on voit en consultation. Donc, les premières données qui ont permis d'obtenir la MM, c'est ces données-là d'efficacité chez les plus de 50 ans, chez les plus de 70 ans. Et on voit qu'on a une efficacité tout à fait intéressante. Donc, globalement, à près de 90% ou plus de 90%, selon les tranches d'âge, mais avec une efficacité qui est quand même conservée, quel que soit l'âge. Et donc, ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que finalement, y compris chez les plus de 80 ans, enfin, en tout cas, chez les plus de 70 ans, il semble qu'il y ait une efficacité qui soit comparable à celle obtenue quand on vaccine quelqu'un de 50 ans. Et puis, ce qui est intéressant ensuite, et encore une fois, c'est vraiment ces données d'efficacité en vie réelle. Alors, certes, on perd des points, et ça, c'est sûr, c'est des choses qu'on s'attend à avoir, mais on garde une efficacité tout à fait intéressante et qui également semble stabiliser quel que soit l'âge, c'est-à-dire quand on vaccine quelqu'un de 50 ans, une efficacité qui semble comparable à quelqu'un de plus âgé. Donc ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et puis, vous avez en dessous, donc l'idée là, c'est de prévenir du zona, mais également, en cas de survenue de zona, c'est la prévention du risque de douleur post-zostérienne. Et donc, c'est tout à fait intéressant de pouvoir avoir cette vision-là. Donc, vous avez aujourd'hui un seul vaccin qui est à disposition en France, qui est le vaccin donc inerte Shingrix, qui est un vaccin inerte adjuvanté, qui est recommandé sur le seul critère d'âge de plus de 65 ans, et également chez les plus jeunes, à partir du moment où c'est un patient immunodéprimé également. D'accord? Donc à partir de 18 ans, si la personne est immunodéprimée, ou juste à partir de 65 ans, sur le critère d'âge de seul, quel que soit le terrain. Donc, vous avez un schéma aujourd'hui qui est un schéma de doses, avec 2 mois d'intervalle entre chaque dose idéalement, mais bon, qui peut être complété. Vous savez que dans les je sais que vous aurez un webinaire sur le rattrapage, mais globalement, chaque dose compte. Donc, on ne repart pas à zéro si on a loupé cet intervalle de 2 mois, mais en tout cas, c'est celui qui est conseillé. Et puis, par ailleurs, quand on a déjà fait un zona, eh bien, on peut être amené à être vacciné. Alors, on considère qu'on peut attendre 1 an, mais si c'est quelqu'un de très immunodéprimé qui, par ailleurs, est vraiment à risque de refaire un zona, eh bien, il ne faut pas attendre, il faut vacciner très rapidement ces populations. Un mot sur les co-administrations, parce que c'est quelque chose dont j'aime bien parler, et je pense que c'est quelque chose qui est assez peu fait encore, et culturellement, en France, on n'est pas encore à l'aise avec cette co-administration, même si le Covid a apporté un bonus là-dessus, avec la co-administration, avec la grippe. Mais voilà, il faut co-administrer. Ne pas co-administrer, c'est une perte de chance parce que vous voyez les patients à J0, mais vous n'êtes pas sûr de les revoir. Et on a vraiment des données aussi publiées pour dire que c'est des opportunités manquées quand on ne fait pas de co-administration. Donc, on peut co-administrer. On peut co-administrer une vaccination inerte le même jour sans problème. Alors, après, c'est plutôt en termes d'acceptabilité par les patients. Donc, déjà, 2, c'est un minimum. Si vous en avez plusieurs à faire, il ne faut pas hésiter dans chaque bras. Mais on peut aller vraiment jusqu'à 4 sans problème. Et puis, par ailleurs, vous pouvez administrer un inerte et un vivant le même jour. Et vous pouvez administrer 2 vivants le même jour. La seule chose, c'est que si vous ne faites pas finalement les 2 vivants le même jour, eh bien, il doit y avoir un intervalle d'1 mois entre chaque dose de vivant. D'accord? Mais sinon, vous pouvez co-administrer et je pense qu'il faut que vraiment on s'y mette tous assez facilement. Alors, un mot, et j'en finirai, donc on est dans les temps, on n'aura que le temps de quelques questions. Pour les couvertures vaccinales, et sur le prochain webinaire, j'essaierai de vous dire un mot sur les déterminantes de l'hésitation vaccinale, parce que c'est un point important à discuter avec nos patients. Mais en tout cas, pour les couvertures vaccinales, et c'est pour dire qu'on a tous du travail. Eh bien, vous avez ici donc ces données récentes de 2025 en France sur les données couverture vaccinale française. Vous voyez ici donc en haut les vaccinations contre la grippe et ensuite la vaccination pneumocoque. Et globalement, vous voyez que alors les plus de 65 ans effectivement sont quand même très sensibilisés à la cause de la vaccination contre la grippe et donc c'est là qu'on obtient les meilleures couvertures vaccinales versus les moins de 65 ans qui sont éligibles parce qu'ils ont un terrain comorbide, mais vous voyez que là, on est plutôt sur 26% de couverture vaccinale. Donc, je pense que s'il y a un point à sensibiliser pour la grippe, alors bien sûr, continuer l'effort pour les sujets de plus de 65 ans, mais vraiment accentuer l'effort sur les sujets qui seraient plus jeunes, qui se considèrent comme pas à risque de grippe
sévères et qui sont pourtant à risque de grippe sévère du fait d'une comorbidité sous-jacente. Donc ça, c'est vraiment un point important et que je souligne. Et vous voyez ici, pardon, je vous ai mis l'indication, donc c'est ici les couvertures vaccinales. Vous voyez 60% chez les plus de 65 ans et 35% seulement chez les moins de 65 ans, mais qui par ailleurs sont éligibles parce qu'ils sont comorbides. Quand on regarde maintenant la vaccination pneumocoque et globalement donc les couvertures vaccinales, vous voyez que c'est une catastrophe, on peut le dire, puisque chez les patients qui sont éligibles à cette vaccination-là, alors ici on n'a pas encore les données sur le critère d'âge, on vient juste de commencer, on les aura bientôt et on verra si cette vaccination fonctionne sur le simple critère d'âge des plus de 65 ans. Mais sur les patients qui étaient éligibles jusqu'à présent, donc immunodéprimés ou avec une comorbidité, eh bien globalement, on est à 20% de couverture vaccinale. Quand on regarde même dans le détail, on abaisse de certaines sous-populations, on est plutôt à 10%. Donc il y a du travail, on n'est pas bon, on ne s'est pas encore bien vacciné, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver demain. Mais en tout cas, vraiment, c'est important de penser à sensibiliser ces populations et la couverture vaccinale, j'espère, pneumocoque va s'améliorer avec un schéma aujourd'hui qui est plus simple et d'une seule dose. Voilà. Donc, pour conclure, mais je suis certaine que vous êtes déjà tous très intéressés par ce sujet-là, mais voilà, la vaccination, bien évidemment, c'est un enjeu de santé publique dans beaucoup de populations, et notamment les 65 ans et plus, et les sujets comorbides. Par ailleurs, les vaccins donc, qui sont spécifiquement recommandés dans ces populations-là, vous l'avez compris, Covid-19, la grippe saisonnière, les infections invasives à pneumocoque, le zona, et puis par ailleurs le VRS, mais lui plus sur un critère d'âge à partir de 65 ans et comorbidité, ou à partir de 75 ans, indépendamment des critères de comorbidité. Et donc voilà, donc j'espère qu'à l'avenir, on va pouvoir améliorer les couvertures vaccinales. Moi, je suis ravie qu'il y ait aujourd'hui cette possibilité d'extension des compétences avec ce décret qui est paru au JO et qui permet à tous, hors médecins, donc je pense notamment aux infirmiers, infirmières, pharmaciens et pharmaciennes, d'avoir une formation validante et d'acquérir cette compétence de prescription de la vaccination. Et plus on sera nombreux à avoir cette compétence, et meilleures seront les couvertures vaccinales de nos patients et meilleures seront leurs protections. Donc voilà, je suis ravie que cette compétence puisse être accessible à d'autres hors médecins. Voilà. Merci beaucoup. Ici un mail pour me joindre si vous le souhaitez, et puis je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez réactiver votre micro et les poser en direct, ou sinon les mettre dans le chat et on les lira pour vous. Nous, on avait une question sur l'étude, la diapo sur les études sur les vaccins Covid-19. Oui, vous voulez que je remette? On se demandait si c'était peu importe le nombre de doses ou si c'était pour des patients qui faisaient les doses de façon très... Ah oui, alors par contre, non, alors c'était des gens déjà vaccinés. C'est la seule chose, d'accord? C'est forcément des gens qui ont déjà été vaccinés. Ils excluaient les femmes enceintes, voilà, mais c'est des gens qui avaient déjà reçu une vaccination. Donc c'est le bénéfice du boost. D'accord. C'est le bénéfice du boost. Le boost, c'est le rappel. Exactement. C'est le bénéfice d'avoir ce rappel hivernal pour protéger. Et on sait que, voilà, en fait, c'est ah oui, ces et du coup, vaccins en fait, le comparateur, là, c'est quand il y a marqué no recent vaccine, c'est des gens qui ont fait, par exemple, le schéma initial, mais pas les boosts. Voilà, d'accord. Ils ont tous, par contre, déjà reçu une vaccination. Mais on sait très bien que quand on est à distance de sa vaccination, le bénéfice est... En fait, c'est vraiment l'impact de ces vaccins, c'est qu'on sait que... Enfin, le frein de ces vaccins, c'est qu'on a... ils ne sont pas pérennes dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui est étudié aujourd'hui, y compris par les laboratoires, de voir comment on pourrait améliorer. Parce que imposer, quand même, c'est un peu ça. Imposer des rappels aussi réguliers à nos populations, c'est compliqué, je trouve. Et dans l'acceptabilité, c'est compliqué. Et ce, d'autant qu'en parallèle, mais tant mieux, on a une maladie qui est moins impactante. Et donc, ce qui est retenu, c'est que, bon, c'est compliqué, il faut faire des rappels trop souvent, les patients ne veulent pas. Et puis, par ailleurs, on voit bien que la maladie est moins grave, donc ils se disent qu'ils sont moins concernés. Alors certes, certains sont moins concernés, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on a quand même des patients qui sont encore très concernés par le sujet, et donc c'est les plus âgés et c'est les plus immunodéprimés. Mais on voit que les choses changent. Hein. Si on prend l'exemple de la femme enceinte, je ne vous tiendrai pas le même discours. Là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la vaccination de la femme enceinte contre le Covid,
je pense que demain, on va changer les choses. Certains pays ont déjà rétropédalé et ont sorti cette recommandation vaccinale parce qu'on voit qu'elle est moins impactante, enfin que l'infection est moins impactante pour ces femmes. Mais chez des sujets très âgés et des sujets très vulnérables, parce que terrain très fragile, hein, et je pense notamment aux défaillances respi, défaillances cardiaques, les grands immunodéprimés, là, on sait quand même que cette maladie est encore impactante, avec des patients qui globalement aussi ont du mal à clairer le virus, et donc vraiment la recommandation vaccinale a tout son sens, d'accord? Mais les choses évoluent, et effectivement, voilà, on verra demain avec demain, et d'ores et déjà, parce qu'en fait, les données qu'on a, si on peut aussi les critiquer, c'est que finalement, c'est des données qui sont jamais aussi proches que ce qu'on a aujourd'hui comme variant. Donc, il y a toujours un temps de retard. Ah oui. C'est-à-dire que, ouais, on a des données sur des variants qui sont déjà plus circulants aujourd'hui. Oui, Donc, voilà, c'est à mettre en regard de ça, mais c'est ajusté, c'est à prendre avec précaution. Mais je Ça pense que signifie quoi? raisonnablement, oui, comment? Ça signifie quoi, clairer le virus? S'en débarrasser. Et donc, les D'accord. patients immunodéprimés ont du mal à nettoyer, enfin à guérir D'accord, ouais. spontanément du virus. D'accord? Et donc, ils vont rester réplicants très longtemps, ce qui est aussi une source potentielle d'acquisition de virulence. Mais en tout cas, voilà, ils ont du mal à s'en débarrasser, ils vont rester symptomatiques. Je ne parle pas des Covid longs, etc. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment prioriser, en tout cas dans ces populations-là, les très âgés et les très comorbides, et les sensibiliser au fait que aujourd'hui, les données qu'on a, c'est de dire qu'on protège des formes graves. Hmm, Et c'est le même message que la grippe. d'accord. Voilà. Et effectivement, ça ne va pas les empêcher systématiquement de faire un Covid, mais ça empêchera les formes graves. Et que la seule chose qu'on a aujourd'hui à leur proposer, c'est une vaccination qui ne soit pas trop éloignée, donc en période hivernale, c'est-à-dire que vraiment, dès qu'on a plus de 6 mois d'une dernière infection eh Hmm. bien, ou injection, il faut faire un rappel. Et Et, l'intérêt, c'est le boost, c'est-à-dire cette remontée des anticorps que ça va entraîner. et le critère efficacité vaccinale, c'est quoi? Enfin, je veux dire, ça repose sur quoi ce critère? L'efficacité vaccinale, c'est de dire qu'on a une meilleure protection dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné. Donc Oui, mais vous et du exposez. coup, il repose sur quel composant? Enfin, je veux dire, c'est les hospitalisations, c'est les décès, c'est Ah ben, les. ça dépend de ce qu'on cherche à démontrer. Donc là, ça va être sur les hospitalisations, ça peut être sur les consultations médicales, ça peut être juste sur les formes documentées. Est-ce qu'on est Hmm, efficace sur les formes documentées? Non, très clairement, non. D'accord? hmm, Donc c'est ouais, comme ouais. la grippe, hein, d'accord, un peu moins. Donc si vous faites juste sur le critère, est-ce que on a, en fait, finalement, est-ce qu'on immunise totalement du Covid? Non, la vaccination, elle n'est pas de dire qu'on va protéger du simple rhume qu'on aurait testé, documenté. Par contre, de la forme soit mortelle, donc la mortalité, soit hospitalisée, soit les consultations aux urgences, à chaque fois on regarde ces critères-là, et ça c'est des critères très importants, et bien on sait qu'il y a un bénéfice dans ces populations-là. D'accord? Ok. Donc c'est vraiment leur expliquer, c'est pour ça quand je vous dis forme sévère, c'est forme hospitalisée ou oxygéno-récurrente. Moi, j'avais une question sur le pneumocoque, le Prevnar 20 sur la vaccination. Oui. Avant Oui, 65 ans, pour les comorbidités, c'est en une dose unique aussi? Ou oui, est-ce oui, oui. qu'après 65 un rappel, Non, non, c'est ou une fois, pour, même avant 25 pour tous, ouais. à partir du moment où l'indication est posée, où c'est une personne qui répond, enfin qui est éligible à la vaccination, c'est une seule dose. Ok. La seule chose qu'il faut calculer, c'est l'intervalle si la personne avait déjà reçu des vaccins contre le pneumocoque au préalable. Soit c'était un schéma complet et on fait à 5 ans, soit c'était pas un schéma complet, ils avaient reçu qu'une seule dose et on fait à 1 an. Mais c'est une Pour seule dose les, pour tous. pour la vaccination VRS, Oui. tous les hivers, pas tous les autres. Alors, je n'ai pas la réponse. Ah, Aujourd'hui, c'est non, si c'est ça une tombe bien. dose et après on verra. Voilà, on n'a pas les données pour dire qu'on peut faire un rappel à chaque saison. On les aura. On ne sait pas si la durée de l'efficacité est pérenne sur plusieurs saisons épidémiques. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est une dose. Et puis ensuite, vous ne pouvez pas proposer une deuxième dose à la saison épidémique suivante. Et celui-là, il n'est pas remboursé, c'est de- ça? Alors, exactement. Les choses sont à la négociation. Donc, il est disponible en pharmacie.
mais il n'est pas encore remboursé. Et donc, ce qui rend les choses toujours un peu compliquées pour la proposer à nos patients. Je trouve que voilà, il me semble qu'en France, on devrait améliorer ce point-là et se dire que voilà, quand on sort une recommandation, on a très vite un accès, une mise à disposition et le remboursement. Mais voilà, c'est en plusieurs temps. Donc en fait, aujourd'hui, étant donné que vous savez, ce qui est regardé ensuite dans les commissions du médicament, c'est l'ASMR, donc ce que le médicament apporte. Et en fait, ils ont été mal positionnés, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une négociation dans le prix qui est faite. Voilà. Donc en gros, ça prend un peu de retard. On en a 3 à disposition, oui, mais ils ne sont pas remboursés. Alors, il faut demander quand même, et si les patients vous le demandent et sont intéressés, certaines mutuelles peuvent prendre en charge, même si la Sécu ne prend pas en charge. Mais je trouve que ça complexifie toujours la proposition de l'offre vaccinale dans ce contexte. Vous connaissez le prix ou pas? On est vers 300 € la dose, hein, donc c'est quand même... Ouais, d'accord. Voilà, ça fait réfléchir. Merci. Il y avait une remarque dans le chat de Christine, qui est pharmacienne et qui a dû quitter là, le webinaire, mais qui disait qu'il y a 2 ans, il y avait une tolérance parfois moins bonne avec les fluidas. Et elle disait aussi que le deuxième problème, c'était que les pharmaciens ont déjà passé leur précommande et que c'est pas facile à gérer pour eux. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait. Ça aurait été bien, oui, qu'on puisse échanger. Non. Alors, en termes de tolérance, bon, il est 4 fois plus dosé, mais moi, alors ça, je ne l'ai pas vu en soi. Moi, sur les patients âgés répondent moins bien, d'accord? Donc, la réactogénicité, elle est quand même beaucoup liée aussi à l'immunogénicité, donc la réponse vaccinale. Quand on est immunodéprimé ou très âgé, qu'on a une moins bonne réponse vaccinale, ça impacte aussi en général la réactogénicité, d'accord? Donc moi, en tout cas, sur les patients à qui j'ai pu le proposer, je n'ai pas du tout remarqué ça, mais à discuter. Et sur les commandes, effectivement, c'est la problématique, c'est que les commandes se font très en amont et que si à un moment donné, tout le monde veut ce vaccin-là et qu'à un moment donné aussi, il était un peu plus cher, donc les pharmaciens, je pense, ont fait moins de commandes sur celui-là ou moins prioritairement, et bien très vite, il arrivait à saturation et il n'y en avait plus dans les pharmacies. Mais bon, je pense que les choses vont être ajustées et que chacun va ajuster en fonction des demandes, parce que c'est un vaccin qui reste demandé, qui reste très préconisé dans ces populations-là, y compris par les sociétés savantes de gériatrie. Donc je pense qu'il faut ajuster en fonction des commandes. Merci. Voilà, et c'est vrai qu'en termes de tolérance, je n'ai pas fait pour chaque diapo des points sur les tolérances, mais globalement, c'est la même pour tous ces vaccins-là. Il n'y a pas de choses particulières. Et voilà, on est sur douleur, rougeur, induration, point d'injection, il faut toujours savoir l'expliquer. Et puis, les signes plus généraux attendus, hein, donc fatigue, fièvre, des courbatures éventuelles, etc. Bon, ça, c'est des choses classiques qu'on peut attendre après des vaccinations. Mais vraiment, et aussi par ailleurs, la co-administration, ça, je pense qu'il faut y penser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Merci, Dr Lachatte, pour Merci à vous. l'information très complète. Et on vous dit au prochain webinaire. C'était très clair. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.